je pense que je serais jamais arrivé là aujourd'hui si j'avais grandi plus rapidement. Et c'est quelque chose qui m'a suivi presque tout au long de ma carrière. Ce petit truc de devoir aller chercher les choses à chaque fois, et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et qui m'aide à être constant au quotidien. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous le savez, depuis maintenant 3 saisons, mes invités se livrent en longueur avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pendant cette saison 4, on va continuer à se pencher sur la grande famille des gardiens, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez La Voix des Gardiens grâce à cet épisode, 3 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! La Voix des Gardiens se déplace en Italie pour ce nouvel épisode à la rencontre d'un gardien français dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, et ce n'est pas fini. Il est l'un des portiers les plus performants dans les chiffres et dans les prestations cette saison, le tout dans l'une des équipes surprises de la Serie A. Il sort d'un match fou, une défaite 3-4 mais une passe décisive contre l'Inter Milan hier soir. Il est encore en lice pour la Coupe d'Italie tout en étant 5ème du championnat. Bonjour Jean Buté. Bonjour Alexandre, bienvenue à la maison. Alors du coup tu as été formé à Lille, ce n'est que cette saison que le grand public a entendu parler de toi en France. Les spécialistes du foot belge avaient eux pu noter tes prestations à Moucron et au Royal Antep, et notamment cette participation à la Ligue des Champions en 2023. On va parler de tout ça, on va te découvrir un peu plus ton parcours, alors que ton nom en plus a circulé ces derniers temps comme un potentiel appelé chez les Bleus pour la prochaine Coupe du Monde. Mais avant ça, première question, je la pose à tous les invités. C'est quoi un bon gardien aujourd'hui en 2026 ? Bon, alors pour moi, un bon gardien, c'est déjà un bon coéquipier. C'est un gars de vestiaire qui est là pour être un lien, je dirais, à la fois entre sa défense, entre tous les joueurs d'une équipe, bien évidemment plus proche avec ses défenseurs. Si on peut parler technique, je pense que c'est un gardien qui doit savoir à peu près tout faire aujourd'hui, que ce soit avec ses mains, dans la lecture du jeu, dans le jeu au pied. Le poste a beaucoup évolué, mais je pense que ce qui ressort, je pense que aujourd'hui c'est complet, et dans le football moderne, le gardien doit faire beaucoup de choses. Ensuite, le poste évolue aussi en fonction du style de jeu et en fonction de là où se situe la ligne de défense, si on joue au bas, un bloc haut, un bloc bas, et en fonction du style de jeu aussi offensif avec le ballon. Mais je dirais que dans l'ensemble aujourd'hui, la majeure partie des entraîneurs veulent avoir un gardien qui sache aussi bien manier le ballon avec ses mains qu'avec ses pieds, et donc je dirais que le mot qui revient, c'est ce mot complet. Ouais. Et bon, manier ses pieds, on va en reparler, mais c'est comme faire une passe décisive comme tu as pu le faire hier soir contre l'Inter, quoi. Ouais, c'est ça peut aider à les contre-attaquer de temps en temps, donc c'est toujours cool, et pour une première, c'est plutôt sympa. On reparlera en détail de cette passe, et justement pour essayer de revoir l'action, et je vous invite d'ailleurs à aller la voir sur les résumés. Mais avant ça, on va revenir sur ton parcours. Comment tu es devenu gardien de but au tout début ? Mes parents habitent un petit village du nord de la France, près de Lille, où j'avais qu'à pousser la porte du jardin pour aller jouer avec les copains au stade derrière chez moi, et donc naturellement j'ai été vers le stade et le ballon rond, et puis je ne sais pour quelle raison je me suis retrouvé dans le but à ce moment-là, mais pas que. Et donc à l'époque où je me suis fait recruter à Lille, ça a été à la fois en tant que gardien et en tant que joueur, et donc les tests se sont faits aux 2 postes, et finalement ça s'est fait en tant que gardien au final, et donc ça a été un choix un peu par défaut au LOSC à cette époque-là, à l'âge de 8 ans. Parce que quand tu as été repéré par Lille, eux ils avaient repéré et le joueur et le gardien. Ouais, c'est ça, et donc il y avait un tournoi en salle en tant que gardien où j'avais été le meilleur gardien, et à la fois en tant que joueur dans un tournoi. C'était à l'époque des tournois débutants sur les petits terrains avec des jalons en guise de but, mais ouais, c'était plutôt drôle comme anecdote, mais ça me suit encore aujourd'hui, puisque je pense que c'est aussi ce pourquoi j'ai pu développer peut-être certainement une aptitude de jeu au pied plus
plus rapidement ou peut-être plus intéressante que certains. Et le choix, du coup, qui c'est qui fait le choix? C'est toi qui fais le choix quand tu arrives à Lille de dire je suis gardien, ou alors c'est un entraîneur qui va te dire bah moi je préfère, même si tu étais recruté comme joueur et gardien, je préfère que tu sois gardien, ou alors ça se fait au fil du temps? Non, il y a deux tests qui se font puisque je suis recruté à la fois en tant que joueur et gardien, donc je passe des tests à la fois en tant que joueur et puis la deuxième session, j'ai le choix entre soit gardien, soit continuer en tant que joueur et puis non, donc mon entraîneur de l'époque sentait que j'avais peut-être plus de chances d'aller en tant que gardien, donc il a poussé aussi vers ça et donc ouais, il a certainement bien fait de me donner les gants ce jour-là. Et qu'est-ce qui t'a plu? Parce qu'une fois que tu as été gardien, qu'on t'a dit tu vas devenir gardien, après faut que le poste il te plaise, faut que tu restes gardien. Qu'est-ce qui te plaît dès que tu deviens gardien? Bon, j'ai des souvenirs quand je suis jeune d'être tout petit mais de me mettre déjà dans un grand but avec des plus grands et d'avoir déjà cette dualité avec le joueur en face de moi, l'attaquant, et voilà, d'empêcher un but de rentrer, d'avoir aussi cette vision, ouais, je dirais cette vue périphérique sur le terrain, et même en tant que joueur, j'aimais plutôt être à un poste plutôt défensif, et donc je pense que c'est ce qui me plaît aussi dans le poste de gardien de but, et ce que j'imagine qui me plaisait déjà à l'époque, peut-être ouais, ce sens des responsabilités, et puis aussi le fait que ce poste soit plutôt voilà, unique et dans le football un peu à part. Donc en dehors du foot, j'aime beaucoup de sports, mais c'est sur des sports individuels, et je pense que le côté individuel du gardien de but me plaît aussi dans un collectif, évidemment. Et tu le dis, tu as mis un peu de temps à grandir. Est-ce que du coup, quand on est jeune gardien, qu'on est un peu frêle, qu'on était petit, est-ce que ça, du coup, ça t'a un peu handicapé? Est-ce que ça t'a obligé à développer d'autres qualités qui, par la suite, t'ont été utiles? Ouais, évidemment, c'est bon, des valeurs que j'ai reçues, mais c'est des valeurs de travail que tu mets encore plus en évidence, et qui se dégagent encore plus dans des années jeunes où bah tu dois en faire un peu plus pour aller chercher le niveau qu'ont les autres naturellement, l'abnégation, une force de caractère aussi, de ne jamais lâcher, et de toujours aller chercher les choses, puisque elles ne se sont pas offertes à toi naturellement. Donc c'est tout ça, et je pense que je serais jamais arrivé là aujourd'hui si j'avais grandi plus rapidement. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a suivi presque tout au long de ma carrière. Pas ce petit retard, mais en tout cas ce petit truc de devoir aller chercher les choses à chaque fois, et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, et voilà, et qui m'aide à être constant au quotidien. C'est pour ça que t'as dit dans une interview que t'as jamais été premier dans les catégories de jeunes, mais qu'au final, après à Lille, t'as quand même signé, t'as quand même été au centre de formation, t'as côtoyé le monde pro, et après t'as fait ta carrière professionnelle, mais dans les catégories de jeunes, t'étais pas dans ceux qu'on mettait en premier, quoi. Non, et j'étais même loin d'être le deuxième, et c'était souvent 3 ou 4e choix jusqu'en U17, puis U19 il y a eu une bascule, et là ça a commencé j'ai commencé à grandir, à prendre un peu plus d'ampleur dans le but, de confiance, avec aussi un entraîneur, Karim Boukour, entraîneur des gardiens, qui a été très important, qui a cru en moi et qui a vu en moi un potentiel malgré ma taille un peu plus petite à l'époque que les autres. Et je pense que il y a des personnes qui sont importantes dans une carrière. Je pense que tout footballeur ou tout sportif pourra l'attester, et cette personne a été primordiale dans ma réussite aujourd'hui. On va justement parler de cette période de formation. Comment se passe le centre de formation? Est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a des moments plus durs? Voilà. Comment ça se situe? Tu le disais, tu n'es pas dans les premiers choix, mais tu es quand même dans un club pro. Comment ça se passe? Bon, déjà, il y a la préformation, donc au collège, lycée, en sport-études, où c'est pas un long fleuve tranquille, parce que voilà, c'est sortir de ma petite campagne des Flandres, arriver en ville et découvrir un tout nouvel environnement, et donc voilà, déjà s'adapter à ça.
Et puis aussi à côté le côté sportif, voilà, qui était pas forcément idéal, on va dire, à ce moment-là, mais je prenais du plaisir, je réfléchissais pas trop à devenir footballeur professionnel. Pour moi, c'était juste voilà, je faisais ce que j'aimais, j'étais avec mes potes, et puis le reste, c'était vraiment pas un but de devenir footballeur professionnel. Et puis ensuite, bah Ouais, t'avais tes études à côté en plus, enfin, ouais, t'avais voilà, lycée. et puis j'avais le lycée, j'avais mes copains en dehors du foot aussi, j'étais pas forcément qu'avec le sport études, et bon, ça c'était important parce que c'est ce qui me suit encore aujourd'hui, et c'est des personnes voilà, qui me sont chères aujourd'hui, bien évidemment. Et c'est là aussi j'ai rencontré ma femme au lycée à Lambersart, et donc seconde première, et puis après il y a la bascule de terminale, soit bah tu ne fais plus partie du LOSC et tu t'es amené à trouver un autre club, ou alors tu bascules au domaine de Luchin. Et donc là j'ai eu la chance d'entrer au domaine de Luchin, mais encore une fois par la petite porte, et avec un discours de tu seras troisième gardien des U19, et cet été-là il y a un blessé, et puis voilà, le fait que je performe bien, je me retrouve premier gardien des U19, et donc ça a été vraiment cette bascule en terminale où j'ai commencé à avoir un poste de titulaire en U19, passer mon bac au domaine du Luchin, les entraînements chez les pros, et puis mon contrat pro qui arrivait ensuite. Donc ça a été vraiment une année charnière et importante, où je pense que c'est cette année-là où j'ai vraiment pris conscience que j'avais des possibilités de devenir gardien professionnel, et donc là c'est devenu un objectif de vie. Et donc bon, là c'est 2 années où c'est en équipe réserve au LOSC, jusqu'à l'âge de 21 ans, où il y a des hauts, des bas, et c'est beaucoup d'apprentissage dans un niveau adulte où voilà, c'est tout nouveau pour moi. Et c'est la CFA à cette époque-là, c'était vraiment un championnat très compliqué, avec beaucoup d'équipes de région parisienne, Ouais. très physique et très hostile. Donc ça a été beaucoup d'apprentissage, et puis ensuite un prêt en Belgique à Moucron. Mais ouais, pour revenir sur cette époque lilloise, j'ai pas que des bons souvenirs, parce que ça a été souvent difficile, et les choses il a fallu aller les chercher, mais à la fois ça a été des moments aussi incroyables, parce que c'est un grand club pro, un grand club français, avec beaucoup de moyens, beaucoup de beaux tournois en tant de jeune, et aussi beaucoup de bons coachs, d'entraîneurs, de coéquipiers qui permettent de prendre beaucoup de plaisir au quotidien. Et quand tu t'entraînes avec les pros, les gardiens, c'est qui? C'est Vincent Niama, c'est Au début, il y Mike avait encore Maignan. Michael Landreau, Ouais. Barel Mouko, ensuite c'était Vincent Inyama, Steve Elana, et Mike Maignan est arrivé ensuite, et puis voilà, donc ça a été les gardiens que j'ai pu côtoyer à cette époque-là, et ça a été vraiment une chance aussi de pouvoir avoir aussi surtout des bons gars, parce que on dit que c'est des bons gardiens, mais c'est aussi important d'avoir un bon groupe de gardiens, et d'avoir des bons gars, c'est pas toujours le cas, et donc l'entente était incroyable, et ça fait aussi partie de la réussite du numéro 1, c'est que l'entente entre les gardiens de but était top. Et de toute façon, là où je suis passé, dans tous les clubs que j'ai fait, quand l'entente entre les gardiens était bonne, généralement la saison du gardien, en l'occurrence la mienne, était bonne. Donc pour moi, ça c'est important aussi. Et qu'est-ce que tu essayes de prendre quand tu les observes? Enfin, tu as 19 ans, tu arrives dans un 19-20 ans, tu arrives dans un groupe pro, tu as des gardiens qui sont expérimentés et qui ont déjà, pour certains, leur carrière derrière eux. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu essayes de prendre, de regarder en te disant, bah tiens, ça c'est pas mal, on me l'avait pas enseigné, entre guillemets, techniquement, purement aux centres de formation, mais c'est des choses voilà, qu'on apprend par l'expérience de ces gardiens. Bon, déjà, c'est la rigueur de travail. Je suis un Vincent Inyama avant les entraînements, transpirant, et devoir se changer limite complètement, parce qu'il venait de faire une séance en salle juste avant de sortir sur le terrain. Et donc pour moi ça a été vraiment pas une découverte, mais de me dire que ouais, il y avait déjà un travail de base en salle important. Donc ça c'est vraiment une rigueur que je me mets maintenant au quotidien, et qui est hyper importante. Et puis après je pense que c'est aussi
prendre du plaisir, avoir le sourire, et je garde ça aussi de Niama, d'Eleana, de Barel Mouko, de Mike. C'est tous des gars qui sont très souriants, très jovial, et ça c'est important d'avoir ce côté-là de plaisir au quotidien, parce que c'est énorme ce qu'on fait chaque jour, et faut pas oublier que voilà, ça reste un magnifique job, et donc au-delà de l'aspect tactique, technique, c'est surtout cet aspect aussi de vie humaine qui est important, et que j'essaie de me rappeler au quotidien. Concernant la Belgique, comment ça se fait du coup? C'est ta dernière année de contrat à Lille, tu demandes à être prêté pour avoir du temps de jeu avant la fin de ton contrat, ou il te reste un peu plus de temps de contrat? Non, il me reste même un peu plus de temps de contrat, mais en fait l'année d'avant je demande à être prêté à Jean-Michel Van Damme, qui est le directeur sportif de l'époque, et donc je vais faire des essais dans un club de deuxième division belge. Tout se passe bien, je suis prêt à être reçu là-bas, et finalement le club joue l'Europa League à cette époque-là. Il fallait des jeunes formés au club, et donc étant numéro 3 à cette époque-là, je faisais partie des joueurs formés au club sur la liste européenne, et donc le prêt m'est refusé, et c'est l'année suivante avec l'arrivée de Luis Campos où là j'ai une discussion avec lui avant la fin de saison, et avec grand plaisir il m'accepte, enfin il accepte, voilà, il t'écoute en tout cas, et il comprend ta situation. Il est prêt à l'idée de trouver un prêt pour moi, et donc il sait très bien que voilà, il y a pas de place pour moi à l'époque au LOS, mais que pour moi c'est le mieux serait d'aller prendre une chance ailleurs, et c'est aussi une signe de reconnaissance, et aussi une marque de confiance de dire que voilà, Luis Campos est à l'écoute, et sur la même longueur d'onde de ce que moi je pensais, donc ça s'est fait avec Luis Campos à l'époque, et puis ensuite j'ai dû aller faire des essais à Moucron pour aussi prouver mon niveau, parce que j'avais joué qu'en CFA au niveau amateur, et donc pour un club qui joue la première division belge, c'était pas encore suffisant, donc ça a été une semaine de test avec match amicaux, et puis ensuite le prêt a été accepté, et donc ça s'est fait comme ça. Et ta découverte du foot belge alors? Ça a été top. On parle de la bière belge, mais je pense que ça aide à ce que les publics soient plus chauds que peut-être qu'ailleurs, ou en tout cas les stades sont, j'irais pas dire comme à l'anglaise, mais les publics assez proches des terrains, et donc je pense que ça aide à ce que les ambiances soient encore plus chaudes, et donc non, ça a vraiment été en plus un club familial à Moucron qui je pense qu'il a fait aussi que mon adaptation s'est fait rapidement, et donc non, c'est vraiment des bons souvenirs que je garde de la Belgique, et ouais, tous les stades que j'ai fait, ça a été vraiment des bonnes expériences, et j'étais content de la quitter, mais je suis vraiment fier d'y avoir joué, d'avoir goûté à ça. Et au niveau sportif, même au niveau de la manière de travailler, est-ce que à l'entraînement, est-ce qu'avec des entraîneurs belges, t'as appris des techniques, t'as appris des inspirations en tout cas sur le poste, peut-être plus allemande, peut-être plus hollandaise, que t'avais pas appris à la méthode française? Bon, j'étais déjà formé, donc beaucoup d'entraîneurs pensent que à 22-23 ans t'es formé, t'es fait, donc t'as plus rien à apprendre, et c'est pas vrai, c'est une bêtise de penser ça, mais en tout cas à cette époque-là c'était ça, donc c'était plus travailler physiquement que techniquement, et donc ça a été aussi à gérer des matchs, à gérer un score, à être plus sobre dans mon jeu, plus que d'essayer de ressortir proprement, parce que quand on joue le maintien dans une équipe de bas de classement, avec un coach qui est un peu plus dans un football direct, s'adapter à ça et essayer d'être plus sobre, en tout cas, et de prendre moins de risques au pied. Donc ça a été une adaptation dans ça, mais finalement voilà, aujourd'hui je retrouve en tout cas à Anvers, j'ai retrouvé beaucoup plus ce côté joueur que j'avais au LOS qu'en formation. Cette période de maintien, et après on a joué les places un peu plus hautes avec Moucron, mais surtout la première saison où le maintien m'a aussi appris à avoir une adaptation de jeu plus directe, avec des coachs qui étaient plus dans cet esprit-là.
Avant de parler de la suite de ton parcours en Belgique, on va passer à la question mystère. C'est la question d'une personne que tu connais. Alors, je ne sais pas si tu vas reconnaître la voix, mais en tout cas, tu l'as affrontée en Belgique. Je vais te laisser la écouter et après, je te laisserai répondre. Salut Jean. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Je me remémore certains matchs. Jouer contre toi à l'époque quand tu étais à Moucron ou encore à Anvers, avec de beaux matchs, avec deux Français à chaque fois dans les buts. C'était un plaisir de jouer contre toi. J'avais découvert à l'époque quelqu'un de très sympathique et on est resté en contact de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je pense que tu sauras qui je suis. La question que j'aimerais te poser va aussi avec ce que tu es en train de produire en ce moment. Quel était pour toi le club ou le club est où le moment important de ta carrière qui a permis aujourd'hui d'être où tu es? J'en profite pour te féliciter, bien entendu, de de tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on est début avril et Com est très bien positionné, en grande partie grâce à toi, avec un nombre de clean sheets déjà très grand. Voilà, juste, je voulais aussi te féliciter pour ce que tu fais et voilà, continue d'être la personne que tu es. Allez, au plaisir et salut les gars. Bah, je reconnais pas la voix, mais moi j'imagine que c'est Paul Nardi. C'est tout à fait Paul Nardi, ouais. Ouais, je suis vraiment touché et je le remercie pour ce beau message. C'est cool et c'est vrai quand on est adversaire, on a quelques minutes pour discuter de temps en temps après les matchs et puis quand l'un gagne et que l'autre perd, c'est pas forcément évident d'avoir des discussions un peu plus profondes, mais ouais, j'avais pu échanger de temps en temps avec lui sur les réseaux pendant et après notre période en Belgique et ouais, ouais, merci à lui, je lui souhaite le meilleur en Angleterre actuellement et avec sa belle petite famille. Ouais, vous êtes affronté en Belgique quand lui il était au cercle de Bruges. Du coup, pour revenir à sa question, est-ce que tu arrives à voir le club ou en tout cas le moment qui était le plus important dans ta carrière où la bascule a pu se faire? Bah, je dirais pas qu'il y a un moment parce que ce serait réduire un peu une carrière à juste une phase, mais avec mon papa, on parlait souvent de pain noir, pain blanc. T'es en train de manger ton pain noir, et je pense qu'il y a beaucoup d'étapes dans une carrière, dans une jeunesse qui fait que voilà, on a parlé tout à l'heure de ma croissance tardive, donc ça a été des moments difficiles et où j'ai dû peut-être en faire un peu plus que les autres. Je parlais tout à l'heure de Karim Boukour, mais je dirais, si je dois parler d'une personne, c'est cette personne qui m'a fait progresser énormément dans mon jeu au pied, dans ma lecture du jeu, dans mon anticipation, dans ma prise de risque. Si je devais retenir un club, c'est difficile. Je garde des magnifiques souvenirs dans ces clubs précédents et je vis voilà une très belle expérience ici en Italie. Mais bon, je dirais que ma période anversoise, elle est incroyable puisque tout d'abord il y a l'arrivée de mes deux enfants en Belgique et ça c'est quelque chose voilà qui me vient tout de suite en tête quand je pense à Anvers. Ensuite c'est la découverte de la Coupe d'Europe, c'est la Ligue des Champions, l'Europa League, les titres en quelques mois avec la Coupe, le championnat, la Super Coupe. Donc c'est des premiers trophées aussi qui marquent dans une carrière. On n'a pas forcément la chance d'en décrocher énormément en tant que joueur, à part quand tu t'appelles Ronaldo ou Messi, ouais. Et j'en passe. Mais c'est vrai que ça c'est des moments incroyables et que voilà que je me remémore encore avec certains joueurs belges avec qui j'ai joué ou étrangers avec qui j'ai joué et que je croise en Italie ici. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui
qui marquent. C'est en année 2023, ça. 2023, l'année 2022-2023. Donc voilà, je pense que ça résume bien ce club anversois et les gens avec qui voilà j'ai encore énormément de contacts. Hier, le coiffeur chez qui j'allais, qui est devenu un ami à Anvers, est venu manger à la maison cette semaine et puis est venu avec sa famille au match hier contre l'Inter. Donc voilà, je garde encore énormément de contacts, que ce soit à Moucron, à Anvers, mais surtout à Anvers de par cette période incroyable du club. Justement, à Anvers, c'est là où tu découvres la Ligue des Champions, dans le groupe du Barça. C'est le rêve de tout footballeur. Si je te dis Ligue des Champions, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite ? Bon, c'est quand je suis petit de faire comment on appelle ça, la secouer petite secouer la bâche au milieu derrière la casquette, d'être ramasseur de balles pour un Lille-Milan AC au stade Bollard, parce qu'à l'époque Lille ne jouait pas dans son stade, et j'avais reçu un ballon à donner à Cafu, qui était le défenseur milanais à l'époque, et c'est ça qui me vient en tête tout de suite, et surtout que c'était une belle période lilloise aussi, évidemment, puisqu'ils étaient en Ligue des Champions, mais en tant que jeune ça marque évidemment. Donc ouais, c'est ça, c'est cette musique, ce ballon particulier qui est propre à la Ligue des Champions. Donc non, c'est tout ça qui fait que voilà, c'est très particulier de pouvoir jouer cette compétition. Et ouais, non, ça a été des moments forts, bien évidemment, avec Anvers. En plus, on n'était pas qualifié directement, donc on avait dû passer ce tour de qualification contre Athènes, qui avait pas été forcément très évident, mais on l'a mérité vraiment, celle-là. Et après, au tirage, premier match donc, de cette phase de poule au Barça. Ouais, au Barça, ouais. Alors, pour un souvenir, une défaite 5-0, mais voilà, qu'est-ce que tu retiens de ce match-là au Camp Nou C'était pas au Camp Nou, parce qu'il était en travaux, donc c'était au stade olympique. Donc il y a un petit goût amer de ce match, bien évidemment, avec la défaite, mais aussi non, après ça a été... Bon, je retiens une belle expérience à la fin, et d'avoir aussi pu réunir de la famille et des amis au stade. Ça a aussi vraiment été génial de pouvoir être suivi par des gens voilà qui sont proches. C'est vraiment chouette, et c'est aussi ce qui fait la beauté dans le sport qu'on fait, de pouvoir partager ce moment avec nos proches. Mais non, bah, c'est sûr que c'est pas le meilleur des souvenirs d'en prendre 5, mais ça a été aussi une première expérience de se dire bah, en tant qu'équipe on doit s'adapter aussi et faire mieux, puisque l'exigence est plus haute. Et vous êtes vite adapté, parce qu'au retour, du coup, 2 mois après, en décembre, là vous battez le Barça à la maison, quoi. Ouais, dans un stade plein à craquer, dans une belle ambiance, et dans un scénario un peu fou, avec une égalisation dans les dernières minutes du Barça, et finalement un but du 3-2 dans le temps additionnel. Donc ouais, ça a été voilà un match fou, et malheureusement il n'y a pas eu de qualification derrière, mais c'était ouais, une belle expérience qui se finissait en beauté avec cette victoire. Et de cette expérience Ligue des Champions, alors collectivement, et même toi dans un collectif, mais qu'est-ce qui est le plus important quand on découvre la Ligue des Champions pour vite se mettre au niveau du coup ? C'est de rater le match retour à Porto pour l'arrivée de ma deuxième fille. Ça, c'était vraiment important, parce que elle est arrivée au coup d'envoi, ma femme a commencé le travail, et au coup de sifflet final, Charlotte est arrivée, donc que le football n'est pas la priorité dans la vie. Mais non, sinon, plus sérieusement, pour revenir à la question, c'est en tant qu'équipe, on savait très bien faire des choses en Belgique, mais je pense que le niveau Ligue des Champions est au-dessus, et donc on a dû s'adapter tactiquement, à se dire bah là on va peut-être moins les presser haut, ou peut-être avoir un peu plus d'attentisme sur certaines phases de jeu pour être un peu plus compact et moins subir, puisque les décalages se font plus rapidement, plus justement techniquement, par des joueurs d'un niveau international très haut. Donc voilà, ça a été ça. Et puis
de se dire qu'il peut se passer n'importe quoi à tout moment du jeu, que ce soit quand t'as la balle, quand t'as un corner, quand t'es en possession de balle, et que c'est là où peut-être le danger est le plus important. Je le vois encore aujourd'hui en Italie, c'est encore plus flagrant, puisqu'il y a des équipes qui sont, surtout face à nous, encore plus attentistes, puisqu'on a un jeu de possession, et donc du coup, c'est quand on a la balle qu'on est limite le plus vulnérable, ouais. Et donc c'est là-dessus où j'ai essayé d'avoir une communication encore plus forte dans les moments de possession, pour essayer de prévenir un éventuel danger, une éventuelle contre-attaque, une perte de balle, et donc d'avoir une prévention du danger plus forte, et donc c'est sur cette concentration, cette communication que le niveau est encore plus fort dans ces matchs-là à haute intensité. Alors, je l'avais comme question pour un peu plus tard dans l'épisode, mais vu que tu en as parlé, je vais rebondir dessus. J'ai reçu des mamans à ce micro, comme Laura Gloser, qui racontait en quoi la maternité avait changé la suite de sa carrière. Alors, ça, c'est pour une femme. Mais du coup, tu en as parlé. Est-ce que ça change aussi la vie, la carrière d'un garçon de devenir papa ? Ouais, je suis déjà très très admiratif des mamans qui ont un enfant pendant leur carrière, et j'imagine que ça doit vraiment être une bonne organisation pour reprendre une pratique sportive et professionnelle. Donc chapeau à elle. En tant que papa, bien évidemment que ça change une vie pour tout papa, mais voilà, c'est un truc en plus aussi quand on est sportif de haut niveau, et c'est une force intérieure, une force invisible, inexplicable, et c'est pour moi, ils sont avec moi tout le temps, et je pense à eux, à tous les matchs, à tous les petits moments de vide dans mon match. C'est eux qui me ramènent au moment présent, et c'est mon petit truc aussi pour rester bien concentré, de savoir m'évader pour penser à eux, mais c'est ce qui me permet de pas avoir de pensées superflues et de projections inutiles. Donc ça a été, même avant l'arrivée de notre premier enfant, ça a été une aide invisible, notamment dans une séance de tir au but de qualification en Europa League, et j'avais l'impression d'être déjà connecté à lui alors qu'il était pas là. Et attends, pendant la séance de tir au but contre l'Omonia Nicosie, on était en août, fin d'été, était prévu pour septembre, et donc là c'était déjà avoir cette pensée pour mon enfant qui était pas là, mais de me dire il y a un moment incroyable qui va arriver, de penser à lui et de me dire j'ai envie de vivre cette Europa League avec mon enfant là, et donc de me dire allez, vas-y, donne-moi cette petite force supplémentaire, alors que il était encore dans le ventre au chaud dans ce moment, et donc c'est un peu inexplicable, c'est peut-être même très très superflu pour beaucoup de monde, mais je pense que non, une fois qu'on est papa, c'est une responsabilité supplémentaire, mais c'est une responsabilité en tout cas que je kiffe, et tout comme le poste de gardien de but, et ça te recentre un peu aussi sur tes priorités, sur ta liberté qui est un peu moins importante, mais en tout cas tu fais les choses avec beaucoup plus d'efficacité dans ton travail au quotidien, et t'essaies de perdre le moins de temps possible pour en tout cas en passer le plus de temps avec eux. Et t'avais sorti des pénaltys sur cette séance-là ? 2, ouais, donc c'était ça a été une bonne pensée. Justement, on parlait de la Belgique. Alors, il y avait cette année magnifique en Ligue des Champions. Par contre, la suite se termine un peu moins bien, entre guillemets, dans les faits, parce que tu dois jouer en réserve. Comment tu l'apprends, comment tu le vis, le fait après cette saison incroyable, cette découverte de la Ligue des Champions, ces 3 titres, le fait de devoir retourner en réserve? Moi, donc du coup, l'été qui suit la Ligue des Champions, je suis censé partir, puisque le club veut se débarrasser, pas de moi, mais en tout cas veut me vendre, puisque j'ai une bonne valeur marchande, et que Senne Lammens, qui est maintenant à Manchester United, a été recruté l'année suivante pour me remplacer, et donc ils veulent faire jouer les Senne Lammens. Et en fait, donc juste avant l'été, je me blesse à la main, et avec opération, donc le mercato est un peu plus compliqué avec une blessure, les clubs sont pas tout à fait sûrs,
Donc je suis 6 mois dans l'attente du mercato d'hiver et donc là je suis relégué sur le banc puisque Senne Lammens commence sa carrière et fait bien son job. Et en fait je joue la coupe et donc du coup le coach me propose d'aller jouer en équipe réserve pour préparer les matchs de coupe et donc voilà, c'est ce pourquoi je suis amené à jouer en équipe réserve et donc à jouer la coupe ensuite et puis ensuite en hiver vient le mercato et le départ à Com. Mais voilà, j'ai pu voir grandir mes enfants un peu plus tranquillement à la maison et puis aussi de me dire que c'était un petit rafraîchissement mental et aussi un bon travail physique pour ce qui allait arriver derrière. Donc j'ai essayé de le prendre difficilement de le prendre de la meilleure des manières, mais en tout cas j'avais beaucoup d'appui aussi extérieur qui ne comprenaient pas forcément la situation, mais en tout cas qui étaient avec moi et qui essayaient de me rassurer aussi pour me dire que j'allais rebondir et que j'intéressais des clubs. Donc c'était je savais que quelque chose allait arriver, donc je me préparais aussi à ça. Maintenant c'est vrai que de faire une pause à un moment donné, c'est peut-être aussi bénéfique. On voit des sportifs dans certains sports qui changent complètement de sport. Je voyais le biathlète français, c'est Émilien Jacquelin qui va se mettre au cyclisme avec Decathlon CGM. Je pense que il y en a qui ont une sorte de ras-le-bol de leur sport et qui ont besoin de faire quelque chose pour y revenir encore plus fort derrière. Donc c'est peut-être par la force des choses ce qui m'est arrivé de bien, et pour moi c'est que ça devait se passer comme ça. Et non, donc au final ça a été une expérience de plus dans ma carrière. Et puis ça t'a permis de marquer un but. Et ça m'a permis de marquer un but, évidemment. C'est quoi, c'est en réserve, c'est ça? C'est sur un match en réserve où t'as l'opportunité, t'as quoi, t'as le coup d'œil, Ouais, en fait il y avait beaucoup de vent, j'étais à moitié malade, vraiment les conditions ouais, t'as vraiment pas envie d'y aller, mais bon, tu sais que ça va te faire du bien aussi de jouer un match. Les matchs qu'on adore en tant que gardien, quoi. On sait qu'on va avoir froid, il va y avoir du vent, il pleut. Et donc pendant la première mi-temps, je vois le gardien adverse avancer avec le vent et je dis à mes défenseurs centraux, mais j'avais du mal à me faire entendre avec le vent, avec les conditions pluie, tout ça. Et puis finalement, à un moment donné, l'équipe adverse recule, me laisse le ballon, j'avance et puis moi j'étais loin à 70 mètres du but peut-être et beaucoup de vent, donc ce qui aide. Et puis je dis bon allez, je la tente, il est vraiment avancé et puis finalement je donne tout ce que j'ai, je la sens vraiment bien partir et puis voilà, elle rentre presque directement. Donc non, ça a été un peu particulier parce que c'est pas un but hyper important, t'es en équipe réserve, tout le monde te saute dessus parce que tout le monde est super content, ça faisait 1-0 pour l'adversaire à ce moment-là, donc t'égalises, mais bon, j'étais pas dans un mode à vouloir célébrer avec le public puisqu'il y avait très peu de monde, mais en tout cas c'est un moment que j'ai pu expérimenter et je pense que une passe décisive à Nico Pass hier soir est quand même plus excitante que ce but-là, en tout cas. Et puis bon, marquer, c'est le rêve de faire gardien. Alors des fois, pour certains, c'est de marquer sur un corner à la dernière minute quand on monte. Toi, là, c'est d'un long dégagement, mais c'est vrai que marquer, c'est le genre de truc qu'un gardien en fait rarement, et ça fait partie des rêves, en tout cas dans l'imaginaire de... Ouais, j'ai pu marquer 2 pénaltys aussi en séance de pénalty, en Super Coupe et en Coupe de Belgique, mais ça aussi c'est quelque chose c'est fort de marquer, de voir un ballon rentrer, mais c'est aussi une expérience en tant que gardien de dire ah ouais, tu sais ce que c'est aussi de devoir tirer un penalty. Donc ça a été aussi une bonne expérience que d'aller tirer un penalty et de se rendre compte que au final le but est pas si grand qu'on l'imagine et tout se referme un peu sur soi quand c'est généralement une séance de penalty à pression. Donc ouais, non, ça a été aussi chouette d'aller tirer un penalty et évidemment de le marquer. Et c'est difficile du coup de s'approcher d'un but, de voir le gardien en face de soi, de poser le ballon, de se mettre dans la peau d'un tireur. Ouais, et puis en tout cas t'as cette pensée de dire
à la fin de dire non, je change de côté, je vais tirer de l'autre côté. Puis ouais, non, déjà en tout cas, moi, je suis pas un tireur de penalty aguerri, et donc j'ai pas ce truc de me dire je vais décider au dernier moment de où je vais tirer. Je m'étais entraîné à l'entraînement des dizaines de fois parce que j'aimais ça et je savais où je voulais tirer, mais non, t'as le palpitant qui est un peu plus fort que d'habitude, et j'aborde maintenant avec beaucoup plus de calme, moi, dans le but maintenant, parce que voilà, je veux dire, je sais ce que c'est de tirer un penalty dans une séance, et donc ça dédramatise un peu le poste de gardien de but, et de dire bah ouais, t'as aussi un rôle à jouer dans la déstabilisation du tireur, et donc ouais, c'était plutôt cool. Avant de parler de ta passe décisive hier contre l'Inter Milan et de parler de ta saison à Com, on va passer au podium de ta carrière. C'est 3 images fortes de ta carrière. Alors, tu en as un peu parlé tout à l'heure en répondant à la question de Paul Nardi, mais si tu devais mettre 3 images sur le podium de ta carrière, à la 3e place. Bon, je dirais le podium anversois sur la pelouse du stade, dernière journée, dernière minute, ouais, avec toute l'équipe qui va chercher un titre après de longues années d'attente du peuple anversois. Donc ça, je le mettrai en 3e position. La 2e place. C'est pas forcément dans un stade de foot. Ah non, c'est les images de... voilà, si tu dois mettre 3 images dans ta carrière, 3 images marquantes. Ça reste à Anvers, c'est mon premier enfant, Gaspard, qui vient sur la pelouse après un match et qui marque dans le but vide, avec les supporters qui applaudissent, et il leur parle aujourd'hui alors qu'il était tout petit, et ça l'a vraiment marqué. Mais je pense que c'est de pouvoir vivre ça avec lui à cette époque-là, c'était quelque chose de particulier que j'hésitais à mettre sur la première place, mais je pense que ça a été des moments forts avec lui, mais de pouvoir partager ça en famille, c'est quelque chose d'encore plus fort. Et aussi parce que c'est mon père qui l'a ramené sur le terrain, et donc l'image est encore plus forte quand il y a 3 générations qui se suivent. Et puis je pense que ça restera sur la première place en famille. C'est récemment à Com de pouvoir là prendre mes 2 enfants et de faire une photo sur les bords du lac avec eux sur la pelouse après un match, parce que pour moi c'est mon moteur, c'est la famille, c'est ma femme, mes enfants, c'est ce qui me rend le plus fier. Et donc voilà, c'est la première match de mon podium, et bien haut. C'est la force intérieure, la force invisible de... Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi ce qui te rend humain aussi, quand tu rentres à la maison, qu'ils sont là, et ça n'a rien à faire de savoir si t'as perdu ou t'as gagné ton entraînement, si t'as perdu ou t'as gagné ton match. Bon, Gaspard, le plus grand, il commence à comprendre, et à l'école, entre les Interistes, les Milanais, les Turinois et les Comas qui commencent à arriver un petit peu sur le banc de l'école, il te rappelle que t'as pas gagné contre le Milan ou l'Inter. Ça fait un peu mal, mais voilà, d'avoir ce retour un peu à la réalité qui est trop important, et qui te fait relativiser sur le fait que voilà, c'est football, ça a beau être toute notre vie en tant que footballeur, c'est rien par rapport à eux, ce qu'ils ont besoin de toi en tant que papa. Et donc voilà, c'est important, et pour tout papa, j'imagine que c'est un peu le même sentiment. Avant de parler de ton arrivée à Com, on va parler du match d'hier. On enregistre tôt ce lundi matin après ton match hier soir contre l'Inter Milan. Alors défaite, un match fou. Vous tapez la barre à la dernière minute alors que vous perdez 4-3. Vous êtes à 2 doigts de faire 4-4. Tu fais une passe décisive. Vous restez quand même 5e du championnat quand on se parle ce matin. Sacré match hier quand même. Ouais, très, très frustrant. Ouais, ça a été
des hauts et des bas jusqu'au bout, et finalement frustrant de pas prendre 2 points sur ce match, puisque tout était possible, et c'est le foot, et ça a été des moments clés des matchs où on n'a pas réussi à être plus précis, plus tranchant, et face à des joueurs de très grande qualité, la différence s'est fait là. Donc ça a été une belle partie pour les spectateurs, j'imagine, mais moins pour nous à la fin. Toi, personnellement, alors le jeu a amené à ce que tu fasses une passe décisive. Raconte-nous en plus, personnellement, je trouve que c'est le dégagement le plus beau, c'est celui de voler un peu à la sud-américaine comme tu l'as fait. C'est quoi, tu vois très vite l'action, c'est une demande du coach, c'est travaillé Oui, on travaille ça à l'entraînement entre gardiens. Maintenant, travailler ça à l'entraînement avec les joueurs, c'est rare. Maintenant, ils savent que j'ai la qualité pour le faire, et donc ils partent souvent en profondeur pour ça, mais ça n'arrive pas forcément au bout, puisque la qualité du dégagement n'est pas forcément là, ou l'attaquant derrière non plus. Donc là, tout s'est réalisé avec un Nico Pass très juste derrière. C'est l'enchaînement parfait, quoi. Prise de balle, t'avances, tu te mets à la limite de ta surface et tu fais la relance, quoi. Ouais, et puis j'ai la chance qu'il y a un attaquant en plus de Nico Pass qui fait un appel à l'opposé, donc ça ouvre encore plus l'espace pour Nico Pass, et donc il y a un petit temps d'attente pour laisser Nico Pass le temps de prendre encore plus d'avance sur le terrain, et puis l'espace est aussi assez grand pour lui mettre bien dans la course. Donc tout s'est bien enchaîné. Et c'est plus fort qu'un but, du coup? À ce moment-là du match contre l'Inter, juste avant la mi-temps, ça a été une émotion forte, puisqu'en plus on en parle depuis des semaines, que à un moment donné il y a une passe décisive qui arrivera, et parce qu'on joue face à des blocs qui sont quand même assez hauts en Italie, et donc ça avait parfois été proche cette saison, et donc ça allait arriver un jour, en tout cas je l'espérais fortement. Maintenant c'est cool, mais ouais, comme je dis, c'est vraiment frustrant de pas avoir fait mieux. Après, vous faites quand même une saison, parce que malgré avoir pris 4 buts hier, vous êtes quand même la meilleure défense d'Italie, avec que, entre guillemets, 26 buts encaissés. Vous êtes encore en Coupe d'Italie, vous êtes 5e dans la course à l'Europe. C'est une saison, c'est une très belle saison de la part de Com. Vous êtes un peu l'équipe surprise aussi du championnat. Ouais, non, c'est une très belle saison. Je parle avec la rancœur du lundi matin, d'après défaite, mais non, c'est une belle saison. Si on prend ça dans son ensemble, c'est sûr que on aurait signé là en début de saison pour y être dans la course à la Ligue des Champions, et dans la course à la finale de la Coupe d'Italie. Donc on est encore sur des tableaux, et on a des semaines importantes qui arrivent jusque la fin de la saison. Donc on espère la finir de la plus belle des manières, et aller chercher un titre, une Ligue des Champions, ou une Coupe d'Europe. Ce serait un bel comment dire, achievement pour la fin de la saison. Concernant le coach, il a été formé au Barça en tant que joueur. On sait le projet de jeu de la Masia, du Barça chez les jeunes, et même après on le voit chez les pros, mais notamment au niveau des gardiens. Quelles sont ses demandes alors, quand tu l'as eu au téléphone avant ton arrivée, ou même maintenant, concernant ton jeu et concernant les gardiens? Avant mon arrivée, il me connaissait de par les vidéos, les matchs qu'il avait vus, donc j'étais déjà surpris et vraiment étonné en bien de sa connaissance de mon cas, et donc ça fait plaisir, et ça donnait confiance dans le projet dans lequel j'allais m'embarquer à Com. Alors je l'ai pas dit, mais pour ceux qui écoutent l'épisode et qui le savent pas, l'entraîneur c'est Cesc Fabregas. Je l'ai pas dit, mais je le précise. Tout de suite, ça donne encore plus d'importance à tout ça, ne connaissant pas le club de Com, et en voyant que le club était en difficulté sportivement l'année dernière, et donc tout le monde était très positif à l'idée de se maintenir, mais pas forcément dans l'état actuel des choses, et donc voilà, ça rassure. Et en plus, ensuite, tout de suite, c'est dès mon arrivée, ça a été d'essayer de m'inclure tout de suite dans le projet de jeu, de me donner les pistes
même si voilà, je les connaissais un peu de par les bases tactiques que j'ai, mais en tout cas les bases que lui avait à me transmettre, de tout de suite me les donner, puisque j'ai joué 3 jours après mon arrivée, et donc ça a été important aussi pour moi et pour l'équipe de savoir dans quoi on allait s'embarquer. Et en fait, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il sait aussi s'adapter aux joueurs qu'il a aujourd'hui. Il s'adapte à mon style de jeu, à mes qualités fortes, et donc du coup à me placer des fois sur le terrain, un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus à gauche ou à droite, en fonction de l'adversaire qu'on a, mais en fonction de mes forces et des qualités que j'ai, notamment au pied. Et donc ça, c'est chouette, parce que du coup ça renforce encore plus tes qualités, mais aussi c'est grisant et c'est excitant, puisque il va aller te titiller et chercher des trucs, et approfondir encore plus des points que t'aurais jamais imaginé. Là, je parle surtout en possession du ballon. Sans le ballon, il me demande d'être très haut, parce qu'on a une défense qui joue très haut et qui a un pressing haut sur le terrain, donc un peu à la méthode barcelonaise, où voilà, la ligne est pratiquement tout le temps au milieu du terrain, et donc le gardien doit évidemment être en conséquence haut aussi. Donc c'est tous ces points qui font que j'ai évolué énormément en tant que gardien, et dans un dispositif assez particulier, mais qui me convient très bien. On t'a signé à Com en janvier 2025. Au moment-là, il y avait une petite rumeur pour le Lillois de naissance, c'était de signer à Lens. Ça a vraiment failli se faire ? Ouais, c'était vrai que c'était assez proche. Il y avait des discussions avec Lens, ensuite avec Com, et je pense que j'avais besoin de découvrir quelque chose de plus exotique, on va dire, et de sortir un peu de ma Flandre, de mon nord natal. Donc ça, quoi de mieux que le lac de Com et ses environs pour se découvrir encore plus en famille, et puis de découvrir un pays, une région incroyable, et voilà, des gens aussi accueillants, aussi fraternels que dans le nord de la France et qu'en Belgique. Donc non, ce n'est que partie remise d'un retour dans le nord futur, que ce soit sportif ou de reconversion. Alors, t'es français, tu joues en Italie, t'as joué en Belgique, et t'as un entraîneur des gardiens espagnol. Alors, si on prend, c'est vraiment les pays qui sont voisins, mais du coup, cet entraîneur espagnol-là, j'ai cru comprendre qu'il y avait un gros apport sur ton évolution dernièrement. Voilà, c'est un mix un peu de différentes recettes de différents pays, mais qu'est-ce que lui t'apporte avec cette touche espagnole ? Déjà sur le plan physique, on travaille énormément tous les jours. Notre semaine, elle se base sur 4 jours d'entraînement plus le match. Donc le premier jour d'entraînement, ce sera du haut du corps, le deuxième jour du bas du corps, le troisième jour plus sur du gainage, et le dernier jour sur de la mobilité, de la réactivité d'avant-match. Mais tout ça sur du travail vraiment axé gardien de but, et pas juste de la muscu pour dire de faire des pompes, du développé couché ou des squats. Et c'est vraiment penser gardien de but. Il a, à côté de son diplôme de gardien de but, il est coach sportif, donc il s'est vraiment aussi spécialisé dans la préparation physique des gardiens de but, et donc il arrive avec des exercices un peu de sortie de nulle part, mais qui permettent d'allier à la fois le travail en salle en lien avec le travail sur le terrain. Donc c'est un féru de nouvelles idées, de nouveaux exercices, et donc ça m'amène à aussi être poussé dans mes retranchements, devoir aller chercher au fond de moi et au fond de mes capacités physiques, mentales, cognitives, et cette touche espagnole aussi qui est utile dans tout ce qui est jeu au pied, compréhension du jeu aussi, est intéressante. Avant de passer à une dernière partie, on va passer à cette rubrique. C'est la rubrique sur le champ. Alors, tu es entraîneur d'une équipe, tu dois faire un 5. Tu dois sélectionner 5 gardiens que tu as affrontés ou côtoyés. Tu prends qui ? Alors, je mettrais Vincent Inyama dans les buts, parce que c'était un monstre sur sa ligne, et j'ai rarement vu quelqu'un aussi fort sur sa ligne, dans les 1 contre 1.
Je mettrais Mike Maignan parce que Mike Maignan c'est un bon jeu au pied, physiquement explosif, et je pense que je vais peut-être le mettre devant pour finir une action. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bien évidemment Ter Stegen. Je pense que il serait pas idiot avec un ballon au pied dans un five. Je mettrais Logan Bailly, c'est un gardien belge qui a joué à Genk en début de carrière, ensuite à Mönchengladbach en Allemagne, et que j'ai côtoyé à Moucron sur la fin de sa carrière, et il y avait une très 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 grosse frappe, puis c'est un gaucher, donc je pense que ça ferait bien l'affaire. Et en dernier choix, je mettrais Pepe Reina pour son leadership. Ça, je pense aussi ça se rejoint aussi avec Vincent Niamo, son côté jovial, mais son côté vainqueur, et je l'ai connu 6 mois sur la fin de sa carrière à 42 ans, mais qui avait une motivation et voilà, et une envie de bien faire et de transmettre incroyable. Donc ouais, je pense que en défense, en contrôlant l'équipe, en communiquant correctement, et lui qui parle pas mal de langues aussi, ça pourrait être un bon lien entre tout ce beau monde. Bon, tu fais quoi cet été ? C'est quoi le programme ? Je bronzerai un peu au soleil. Ouais, tu sais pourquoi je te pose cette question-là. En France, on a en tout cas beaucoup parlé de toi ces dernières semaines, ces derniers mois, pour une place en équipe de France. C'est quoi pas ta philosophie par rapport à ça, mais voilà, comment tu te positionnes ? Bon, je me positionne comme un gardien français qui est dans un beau club de Serie A et qui performe bien depuis quelques mois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a eu des discussions, il y a eu des dires depuis voilà quelques mois par rapport à tout ça, par rapport à la situation de Lucas Chevalier. Maintenant, je pense que ça aurait été beau de faire partie de la dernière liste, et ça serait beau de faire partie d'une éventuelle liste pour la Coupe du Monde, mais je suis avant tout focalisé sur mon quotidien, sur vivre des belles expériences, des beaux matchs avec mon club de com, et on verra la suite. Maintenant, ça a tellement été lointain pour moi qu'aujourd'hui c'est super si ça arrive, ça changera pas ma vie si ça n'arrive pas, et puis viendra ce qui arrivera, si c'est des vacances plus tôt ou plus tard, mais en tout cas je ne forcerai rien, et c'est pas dans mon naturel d'avoir des phrases de choc sur certains de ces sujets-là. Tu le disais, c'est loin l'équipe de France, parce qu'en sélection de jeunes, tu n'y as pas été, ou... Non, jamais, non. Mais par rapport à ça, tu l'as senti, toi, la dynamique, entre guillemets, parce qu'en France, c'est arrivé cette saison, mais est-ce que toi, je sais pas, dans le vestiaire, avec tes coéquipiers, dans tes boucles WhatsApp avec tes potes, est-ce que... Oui, bah, bien évidemment, quand on voit son nom assez régulièrement sur des journaux français... même je suis passé aux grosses têtes de Ruquier avec une question par rapport à moi avec mes parents, des amis de mes parents qui l'écoutent, qui l'entendent, et c'est ça, bien évidemment que ça fait parler autour de soi, d'en parler avec Mike Maignan après l'école des petits, parce que vos enfants sont dans la même école. Ouais, c'est ça, et donc voilà, de pouvoir en discuter même avec Marcus Thuram après le match. C'est vrai que c'est bien évidemment qu'on y pense, qu'on en parle autour de soi, et qu'on regarde la liste avec attention. Maintenant, c'est carrément cool, et si on m'avait dit ça il y a 2 ans quand j'étais sur le banc à Anvers, je pense que jamais j'y aurais cru. Maintenant, c'est pas que c'est devenu un objectif de vie, loin de là, mais en tout cas c'est dans un coin de ma tête, et voilà, on verra la liste pour la Coupe du Monde. Maintenant, ça changera rien à mon quotidien, et j'ai surtout envie de bien finir avec com. T'as regardé la dernière liste quand même? J'ai regardé la dernière liste, ouais. Bon, comme beaucoup de listes, ouais. Merci Jean pour cette heure d'entretien, même cette longueur d'entretien. Merci d'avoir pris de ton temps au lendemain de ce match, Non, merci à toi, m'avoir Alexandre. accueilli ici à Milan. On va terminer avec le face-à-face. Une question, une réponse.
Ton plus bel arrêt? Bon, c'est dur parce que je suis pas un gardien spectaculaire qui fait des mains opposées mais cette année j'en ai fait un beau contre Bologne à 0-0, 2 minutes de jeu où je m'étends tout mon long et la balle me touche sur le bras droit et une frappe à bout portant et ouais, un arrêt qui marque cette saison, je dirais. Ce qui te fascine chez les gardiens? Pour moi, c'est dur à avoir, mais c'est ce qui me fascine chez les grands, d'avoir une capacité à savoir rester calme dans toute situation, de savoir passer d'un moment à un autre très rapidement pour être toujours dans le moment présent et de pouvoir être décisif à chaque instant du match. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? De voir des gardiens en faire de trop et de faire des galipettes quand c'est pas nécessaire ou de pas capter un ballon quand c'est possible de le faire. Jouer en Ligue 1, ça représenterait quoi pour toi? Ça représenterait une expérience nouvelle, des nouveaux stades, de pouvoir entendre parler français sur le terrain et de pouvoir entendre les supporters adverses te traiter en français, de pouvoir surtout découvrir des stades que je regarde depuis que je suis petit à la télé et que j'ai pas forcément eu l'occasion de découvrir en tant que joueur ou en tant que supporter. Ton geste préféré? Le crochet. Non, je dirais quand même, ouais, j'ai parlé un peu vite peut-être, mais bon, entre le crochet ou la volée couchée, je dirais. L'exercice que tu détestes? Ouais, le droit de gauche, j'en fais plus, j'en vois encore un petit peu aujourd'hui dans le football actuel, ça devient rare, mais ça pour moi ça n'a aucun sens et ça c'est l'exercice que je détestais faire. Ouais. Ce qu'il y a de plus italien en toi? Aujourd'hui je dirais peut-être le café. Voilà, cette tradition du café avant les matchs, après les repas, ensemble, je pense que c'est un moment important et aussi qui rapproche dans une équipe puisque on est généralement tous autour d'un café après les repas ou avant les matchs. Arrêt sur la ligne ou relance parfaite dans les pieds? Arrêt sur la ligne avec prise de balle parfaite pour une relance qui suit derrière. L'adversaire le plus coriace? Lamine Yamal. Le lac de Côme, c'est surfait ou ça vaut le coup? Ça vaut le coup, ouais, ça vaut le coup et pas qu'une journée. Ton modèle? Un modèle familial de mon père déjà, pas sportivement parce qu'il y a pas eu de carrière de footballeur, il était pas gardien de but, mais parce que voilà, j'aime sa philosophie de vie, son ouverture d'esprit et son abnégation dans ce qu'il fait. Et après sportivement, je pense que c'est des modèles comme Neuer, comme Ter Stegen, comme Ederson, comme Courtois, qui sont des gardiens actuels, mais que j'ai pu suivre aussi en grandissant et en devenant gardien de but. Les frites belges ou du Nord? Ouais, elle se rapproche vraiment. La façon de faire est presque la même. On appelle ça French fries en anglais et je pense que les Belges sont un peu jaloux de ce nom parce que ils le font quand même un peu mieux, faut le dire. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Pour moi, c'est au présent, c'est Sambrias. Et le conseil que tu donnerais aux gens butés nés à Lille? De pas avoir peur, d'avoir le sourire, de profiter de chaque instant, de vivre le moment présent à fond et surtout de pas avoir peur parce que j'ai grandi avec des angoisses, avec du stress et qui m'ont peut-être amené à des croyances limitantes et mis des barrières de temps en temps. Donc c'est plus dans ce sens-là où il y a aucune barrière à se mettre et de faire ce qu'on aime encore plus dans le foot, c'est ce qu'il y a de plus beau. Beau conseil. Merci de ce conseil et surtout de ce long entretien. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi, Alexandre. Merci du déplacement.
Et j'en profite pour remercier Swan Borsellino pour la passe décisive, une magnifique passe décisive pour le coup, l'expert du football qu'on retrouve maintenant sur les antennes de Ligue 1+. C'est lui qui nous a mis en relation et je le remercie grandement pour la mise en relation. Ouais, merci Swan et merci pour ta belle patte gauche. Bonne fin de saison. Ouais, merci à toi aussi. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. L'exploration du poste de gardien continue, plus de 35 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière, en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde ou au JO, dans différents sports, dans les années 80, 90, 2000 et tous ceux encore en activité. Alors n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. D'ailleurs, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute pour ne rien louper de cette nouvelle saison du podcast. Mais aussi partagez-le, commentez-le, notez-le, c'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.